Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Laissez-moi vous parler du sponsor de cet épisode, demandecartegrise.com. Je sais que beaucoup d'entre vous passent pas mal de temps sur les sites d'annonces et craquent parfois pour de nouvelles autos, motos ou autres véhicules en tout genre. Ce sera bientôt mon cas lorsque j'aurai trouvé ma fameuse Xara VTS. Qui dit achat dit aussi démarches administratives, galères, perte de temps et frais aléatoires. C'est là où demandecartegrise.com intervient. Vous êtes acheteur, vendeur, vous déménagez ou vous changez de nom. Bref, vous l'aurez compris, toutes les démarches liées à la carte grise de n'importe quel véhicule sont possibles. C'est super simple d'utilisation depuis votre smartphone et vous pouvez faire toutes vos démarches en 3 minutes, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Si vous venez de ma part, j'ai négocié une réduction de plus de 35% par démarche, valable pour tous les auditeurs de Dans la boîte à gants. Pour cela, vous avez juste à suivre le lien que je vous mets en description de l'épisode. Allez-y, testez, vous allez adorer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud de Samer, comédien et humoriste. Vous êtes sûrement beaucoup à l'avoir découvert comme moi lors de l'émission On ne demande qu'à en rire, présentée par Laurent Ruquier, il y a quelques années sur France Télévisions. Mais au-delà de faire partie des grands noms de l'humour français, il est aussi un passionné de sport et notamment de sport automobile. Il nous raconte son enfance et son rapport à l'automobile qui a évolué au fil des années, tout en partageant son amour tout particulier pour 3 sports et ses 3 idoles que sont Laurent Fignon pour le vélo, Michel Platini pour le football et Alain Prost pour la Formule 1. Mais pendant longtemps, l'automobile lui a paru inaccessible et de l'ordre du fantasme contrairement au foot et au vélo dont il est pratiquant depuis son plus jeune âge. L'histoire aurait donc pu s'arrêter là pour ce podcast sans cette rencontre avec un journaliste en 2013 qui va littéralement changer sa vie et le plonger dans sa nouvelle passion, le sport automobile. La suite, vous la connaissez peut-être, et si ce n'est pas le cas, je ne vous en dirai pas plus, tant Arnaud l'explique à merveille. Disons juste que ce sont des rencontres qui l'ont plongé toujours plus dans cette passion devenue addiction au monde de la course automobile. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger, je réponds à tous vos messages. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a maintenant 32. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous seriez des légendes en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Bref, c'est un épisode de dingue qui vous attend et plutôt que de vous spoiler, je me tais et je vous laisse profiter du spectacle. Salut Arnaud. Salut Yann. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants, même si c'est plutôt toi qui me reçois en région parisienne. Je te reçois humblement dans mon domicile. Ah ouais, exactement. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les rares personnes qui ne connaissent pas encore Arnaud de Samer ? Arnaud de Samer. Alors je suis humoriste, comédien humoriste on va dire, comédien/humoriste. Voilà, donc ça consiste à faire le guignol sur scène essentiellement, et puis parfois aussi à la télévision. Mais aujourd'hui, on va discuter de quelque chose qui est tout autre. Oui. Ta passion pour l'automobile. Et tes premiers souvenirs d'enfance, c'est quoi un petit peu ? Comment tu résumerais ça ? Le rapport que j'ai à l'automobile enfant, c'est un rapport qui est familial en fait. C'est un moyen de transport pour aller en vacances avec mes parents et mes frères. Donc ce sont essentiellement des souvenirs de voitures familiales achetées par mon papa et ma maman. Donc ce sont des voitures françaises. Les souvenirs que j'ai, c'est une R16 marron. C'est une R18 GTL. Plus tard, il y a eu une Audi. J'ai plus les modèles. Une Audi 80. Voilà. Et donc ce sont des souvenirs de départ en vacances et de longs voyages avec mes frères, avec des règles de sécurité routière complètement bafouées à l'époque, dans les années 80. Où on faisait de longs trajets allongés sur la plage arrière, sans ceinture, pour dormir. Enfin, c'est des trucs qui seraient complètement invraisemblables aujourd'hui. On se ferait arrêter au bout de 200 mètres et avec des prunes. Mais voilà, c'était essentiellement, ce sont essentiellement des souvenirs, de départ en vacances et de longs trajets sur la route. Je crois que ton père d'ailleurs, qui est militaire, si je dis pas de bêtises, avait un petit surnom pour cette R18 GTL. Ouais. La R18 GTL, j'ai longtemps cru, mais jusqu'il n'y a pas longtemps, jusqu'il y a une demi-heure,
j'ai longtemps cru que GTL, en tout cas c'est mon père qui nous faisait croire ça voulait dire Grand Tourisme de Luxe. Et donc on était très 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 fiers de partir en vacances entassés dans cette voiture, mais en se disant qu'on était quand même dans une voiture Grand Tourisme de Luxe. Et donc c'était aussi des grands trajets, tu l'évoquais, Ouais. les grands trajets de la région parisienne pour aller en Bretagne. Ouais, c'est ça, pour aller voir la famille. Donc ça pouvait être sur la côte d'Opale, au bout de la Bretagne, à Guipava, à côté de Brest, dans le Gers. Voilà, donc à chaque fois c'était des trajets finalement assez longs. Mais j'en ai des bons souvenirs, essentiellement aussi dû au fait que moi et mes frères, on n'était pas malades en voiture. Donc voilà, ça rendait quand même le trajet plus agréable, parce que je sais qu'il y a certaines familles où il peut y avoir quelques vomis qui viennent embaumer Surtout en route de montagne, etc. voilà, embaumer le trajet. Donc ouais, en fait, de mon enfance, les seuls souvenirs sur l'automobile que j'ai, c'est ça en fait. J'étais pas forcément passionné par la voiture, pas encore passionné par le sport automobile. Donc c'est ça. Ça s'explique aussi familialement, parce qu'il y avait personne dans ta famille qui s'y intéressait de très près, quoi. Non, ouais, voilà, c'est ça. Il y avait comment dire, il y avait aucun point d'accroche particulier au monde automobile, si ce n'est la voiture familiale, quoi, qui était en dehors du foyer familial, qui était l'autre lieu dans lequel on se retrouvait tous ensemble, quoi. Tu parlais d'odeur tout à l'heure. Ouais. Tu associais, je crois, cette voiture, enfin les voitures familiales, à une odeur précise. Ouais, quand toutes les voitures qu'on a eues, il y a eu un grand mystère à un moment donné. Avec mes frères, on en parlait à mes parents. On disait il y a une odeur dans la voiture, et même quand tu changes de voiture, il y a la même odeur et on comprend pas. Et mes parents disaient mais vous êtes fous. C'est quoi cette odeur? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous somatisez? Et en fait non. En fait, dans chaque voiture que mes parents achetaient, ils y mettaient un plaid sur la plage arrière, un plaid, je ne sais pas quelle matière c'était, un plaid. Et en fait, c'est ce putain de plaid qui dégageait cette même odeur dans toutes les voitures qu'on a eues. Et je serais très curieux, j'ai plus l'odeur en tête, j'ai pas le souvenir, j'ai pas de mémoire olfactive, mais je suis sûr que si je ressentais cette odeur, ça ferait une Madeleine de Proust incroyable, et j'aurais plein d'images qui reviendraient. Mais ouais, il y avait toujours la même odeur dans la voiture de mes parents, et on a découvert que c'était à cause de ce plaid qui était vert. On l'imagine, on le visualise. Oui. Tu disais tout à l'heure que tu t'intéressais pas forcément encore au sport auto. Pour autant, tu regardais tous les Grands Prix de Formule 1. Enfin, tu te levais même, je crois, à 15h du matin pour regarder... T'avais 8 ans, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que gamin, je suis très très vite passionné par le sport, tous les sports. Essentiellement le foot, le cyclisme, que je découvre je découvre en 1983 le Tour de France, après le déjeuner, assis sur les genoux de mon grand-père qui regardait les étapes du Tour de France. Donc ça, ce sont des souvenirs très forts. Et je me souviens de regarder le Tour de France avec mon grand-père, et puis la Formule 1, évidemment. Alors pourquoi ces trois sports? Essentiellement aussi parce que dans les années 80, ces trois sports sont dominés par trois icônes du sport français, qui sont Michel Platini, Laurent Fignon et Alain Prost. Et donc je suis effectivement passionné de Formule 1 grâce à Alain Prost, qui devient une espèce pour moi d'idole absolue, parce que voilà, étant très fils de militaire et donc très cocardier, très attaché au drapeau français et aux sportifs français, je suis complètement admiratif de la carrière d'Alain Prost. Et donc je m'intéresse à la Formule 1 pour ça. Je trouve que c'est un spectacle télévisuel incroyable. Et donc d'entendre ces moteurs, de voir ces voitures, etc. Et puis surtout de voir Alain Prost aligner comme ça les victoires et ses duels avec Senna notamment. Donc ouais, je grandis avec l'amour de la Formule 1, et ça me quittera plus d'ailleurs. Ça me quittera plus, ça m'a jamais quitté. C'est vraiment, ce sont des passions qui sont nées très tôt, gamin, et qui m'ont jamais quitté. Ouais. Ces trois personnages, donc Laurent Fignon, Michel Platini et Alain Prost, c'est presque des pères spirituels pour toi? C'est des guides? Comment tu les visualises? C'est plus que des idoles. Ce sont des sportifs qui sont avec lesquels je grandis, auxquels je m'identifie. J'ai joué au foot en club
avec l'image de Platini. J'essaye d'avoir la même gestuelle que lui. Vers l'âge de 13-14 ans, je me mets à faire du cyclisme. J'ai la photo de Laurent Fignon sur la potence de mon vélo, que je scotche sur la potence de mon vélo. Donc ça va au-delà juste d'admirer ces gars-là. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui m'accompagnent quotidiennement, en fait. J'ai des photos de Prost, j'ai des posters de Platini, je scrute les résultats de Fignon. Donc ce sont c'est une passion de gamin, comme un gamin peut, de manière complètement démesurée, s'intéresser à ça. Et donc ça guide mon enfance, quoi. Et tu pratiques le sport de tes idoles, sauf le sport auto qui est plus inaccessible que le vélo ou le foot. Oui. Voilà, t'achètes un vélo, tu prends un ballon et puis tu peux aller jouer. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, autant le foot et le vélo, ce sont des sports dans lesquels je m'identifie parce que je peux pratiquer. La Formule 1 et le sport automobile va très longtemps rester pour moi de l'ordre du fantasme et de l'inaccessible. Ne serait-ce que de faire du karting, non, c'était pas possible, quoi. Ça coûte cher, il faut un kart, c'était la question se posait même pas. Il y avait même plus tard, quand j'étais ado avec mes frères, on avait une espèce de blague avec mon père. On lui disait, quand est-ce que tu nous achètes un kart ? Et il nous répondait, bah oui, mettez-moi une demande sur mon bureau là, et puis je la traiterai plus tard. Mais ça a duré des années, cette histoire. La blague a duré pendant 20 ans. On lui a dit, au fait, t'as vu notre demande là pour un nouveau kart ? Oui, je l'ai vu, je vais la traiter. Voilà, donc c'était vraiment pour dire, oui, je vous ai entendu, mais ça n'arrivera jamais, quoi. Donc j'ai très vite compris que le sport automobile était quelque chose qui resterait pour moi de l'ordre du fantasme et que je ne pratiquerai jamais de ma vie, quoi. Donc tu l'as un peu enfoui, mais t'as continué, j'imagine, à t'intéresser. La Formule 1, t'as jamais lâché, tu as toujours suivi tout ça. Ouais. Donc tu commences ta carrière aussi de comédien, d'humoriste, en 2001, quelque chose comme ça ? Ouais, je commence en 2001, ouais. Je fais une maîtrise de droit des affaires. Ah bah on est deux, bienvenue au club. Voilà. Et tu vois, ça mène à plein de choses. Ça mène à plein de trucs. Hein. Je fais une maîtrise de droit des affaires et sur les bancs de la fac, je découvre l'improvisation théâtrale dans un spectacle qui est organisé dans un des amphis. Et puis là, c'est un petit peu la révélation. Je suis à Trappes, à l'époque, j'habite à Trappes, là où il y a une compagnie de théâtre qui a vu naître artistiquement Jamel Debbouze, Sophia Aram, Alban Ivanov, Issa Doumbia, moi et d'autres, j'en oublie. Et donc, c'est un peu la révélation, effectivement. Donc, après ma maîtrise de droit, je fais semblant de travailler dans une société en tant que commercial. Je démissionne au bout de 2 ans et je me lance en 2001. Donc, j'ai 26 ans dans ce métier artistique qui m'amènera au sport automobile sans le savoir. Donc là, on fait un bond dans le temps. On est en 2013, c'est ça ? Ouais. Il y a une petite anecdote justement sur cette révélation en fait par rapport au sport auto qui devient accessible pour toi à ce moment-là. Oui, c'est ça. 2013, je commence à être comment dire, connu entre guillemets. J'aime pas ce mot-là, mais reconnu par le public grâce à une émission de télé que je fais sur France 2 depuis fin 2010. C'était On ne demande qu'à en rire, avec Laurent Ruquier. Et donc, cette émission fait que ma carrière s'accélère et je suis amené à jouer mon spectacle en tournée, beaucoup, en France, en Suisse, en Belgique, et notamment, en Belgique, on fait pas mal de dates, et je suis sur une journée promo en Belgique. Je fais le tour des médias, télé, radio en Belgique, et je discute avec un journaliste, je fais une interview avec un journaliste, et en off, à la fin de l'interview, ce journaliste me parle de sport. Chose à ne pas faire avec moi, puisque là, on repart pour 2 heures. On repart pour 2 heures de discussion passionnée. Il me parle de sport en général et de sport auto en particulier. Donc je lui dis ce que je te raconte, c'est-à-dire que effectivement, je suis passionné de Formule 1, mais que ma culture de sport auto ne va pas plus loin que la Formule 1. Et à ce moment-là, je ne sais pas encore que je suis en train d'avoir une discussion avec ce gars-là qui va changer ma vie. Mais je pèse mes mots, ça va changer ma vie. Et il me dit, est-ce que ça te plairait d'essayer une voiture ? Si tu avais une voiture à essayer, je lui dis, écoute, j'aimerais bien rouler dans une Lotus Elise parce que j'aime cette voiture, elle est mignonne, elle est trop stylée, quoi. J'adore la Lotus Elise. Il me dit, ok, banco, je te rappelle. Il me rappelle,
Il me dit, écoute, Lotus, c'est pas chaud pour prêter les voitures, ça peut pas se faire, mais j'ai eu une autre idée. Je vais te faire rouler en course. Encore mieux. Mais oui, encore mieux. Je vais te faire rouler en course. Si t'es chaud, je te fais rouler en course dans une formule qui s'appelle la Fun Cup. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que la Fun Cup? Ouais, alors déjà, il me dit dans une formule qui s'appelle la Fun Cup. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par formule. Enfin, voilà, donc je découvre que formule, ça veut dire catégorie. Je commence à découvrir un petit peu le langage du sport auto. Et la Fun Cup, en fait, c'est on va dire, c'est la formule la plus accessible pour commencer en compétition quand tu es pilote amateur. La formule la plus accessible, que ce soit en termes de pilotage ou financièrement, pour débuter le pilotage. Donc ce sont des châssis tubulaires tout bêtes avec un moteur Ford, il me semble. J'ai pas une grande culture mécanique dans le sport auto. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'équivalent de 180 chevaux pour 800 kilos, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. 180 ou 190 chevaux selon les évolutions, mais c'est ça, 180, 190 chevaux pour 800 kilos. Donc ça commence ça commence à être très joueur, des pneus de route, tu vois, des pneus sculptés, et puis en avant, quoi, on y va. Il y a une carrosserie de coccinelle, donc ça rend le truc très rigolo à voir. Et il me dit, l'organisateur a une voiture VIP dédiée à ça, on t'invite et tu roules. Et je dis, banco, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, et je débarque à Dijon, sur le circuit de Dijon-Prenois. Donc ce qui s'était passé, c'est que Marc, si je me souviens bien, c'était le team manager. C'est ça. Vient un de tes spectacles. Ouais, c'est ça. En fait, Marc Van Dalen, je le rencontre, qui est le directeur de l'écurie Chronos. L'écurie Chronos qui a notamment fait gagner Sébastien Loeb, un des 9 titres de champion du monde de Sébastien Loeb. En WRC. En WRC. Et donc, c'est un gros team de sport auto. Et Marc Van Dalen est le directeur de la Fun Cup en Belgique. Et je rencontre Marc à l'occasion de ce week-end de course. Alors, Marc, à cette occasion-là, il n'a pas encore vu mon spectacle. Mais je rencontre Marc donc, à l'occasion de ce week-end de course à Dijon. Et je découvre donc le sport auto durant ce week-end de course à Dijon, et c'est une révélation. On me met comme coach un pilote belge qui s'appelle Pierre-Yves Rozou, qui devient très vite mon ami. Au bout de 5 minutes, on rigole, mais vraiment on rit, on a une connexion géniale. Et il est très bon pédagogue, il m'apprend les rudiments du pilotage, et je me rends compte que tout de suite ça me plaît, quoi. Tout de suite, j'ai ce réflexe de vouloir améliorer mes chronos. Alors ce qui est génial quand tu débutes en sport auto, c'est que tes chronos, ils descendent de 3 secondes en 3 secondes à chaque tour, quoi. Tu découvriras après que quelques années plus tard, tu mettras des mois et des mois à descendre tes chronos de 3 dixièmes. Mais là, c'est jouissif au début, quoi. Là, c'est jouissif parce que tu améliores tes chronos de seconde en seconde à chaque tour. Donc, c'est vraiment tout de suite, ça me passionne. Le pilotage me passionne. Et donc, je finis ce week-end avec une banane incroyable et complètement ravi de mon expérience. Et je crée ce contact avec Marc Van Dalen qui vient voir mon spectacle après, qui adore le spectacle et qui dit écoute, on peut pas s'arrêter là, est-ce que tu veux faire une deuxième course? Vas-y, je suis chaud. T'étais mordu là. Ah mais là j'étais mordu. Et donc il m'invite à faire quelque chose d'incroyable qui est la course des 25 heures de Spa Fun Cup à Spa-Francorchamps. Voilà. Donc c'était un deuxième week-end de juillet. Tous les ans, il y a cette course qui est organisée sur le circuit de Spa-Francorchamps. 25 heures, 130 voitures au départ et une ambiance de... C'est la folie, quoi. C'est-à-dire il y a 600 pilotes au briefing, il y a 130 voitures, il y a des spectateurs, il y a, pour peu qu'il pleuve pas ce jour-là, il y a vraiment beaucoup de monde sur la grille de départ. C'est la kermesse du sport auto, c'est génial. C'est-à-dire que je baigne là-dedans. Et donc, Marc Van Dalen nous met dans une voiture invitée en équipage avec... Il y avait Inès Tétinger, qui participera plus tard aux 24 heures du Mans, une pilote française. Il y avait dans l'équipage Margot Lafitte, il y avait Pierre-Yves Rozou, mon coach, pote belge, pilote belge. Il y avait Xavier Daff, un journaliste auto français également, et moi. Et là, voilà, c'est là, je suis définitivement mordu, passionné, amoureux de ce sport. En plus, tu rentres dans la catégorie de la course d'endurance. Ouais. Donc, c'est l'esprit aussi assez solidaire. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs à rouler sur la même voiture. Voilà. Tu roules de nuit. C'est ce qui me plaît tout de suite dans cette expérience-là, dans l'expérience de l'endurance, c'est que je découvre tout ce qui va avec l'endurance. Effectivement, le rouler la nuit,
rouler en équipe, les briefings, l'échange avec les autres pilotes, la gestion du trafic. Alors, je le fais à mon niveau. Je débute, tu vois, à cette époque-là. Mais je commence à intégrer tout ça et je commence à tomber amoureux de ces valeurs-là. Je croise des gens passionnés dans le paddock, des gens qui me reconnaissent pour le métier que je fais à côté, mais qui voient tout de suite aussi que je m'intéresse à leur passion à eux. Donc, je perçois que tout ça va me rendre débile et va changer ma vie, quoi. Surtout, est-ce que ça contraste pas aussi avec le côté, voilà, on est en 2013, tu marches bien dans ton métier à côté. Est-ce que ça te fait pas un peu une soupape de décompression par rapport à ce milieu showbiz aussi? Complètement. Il y a d'une part le fait de me sortir de mon milieu, qui est un milieu sur lequel tout le monde tourne un petit peu sur soi-même et se regarde le nombril. Je suis heureux d'arriver dans un environnement où on ne me parle pas que de ça. On m'en parle évidemment un petit peu, on me reconnaît, donc on m'en parle, mais très vite, on parle de la course et très vite, c'est moi finalement qui pose les questions, c'est moi qui m'intéresse aux gens et ça me change. Le rapport s'inverse un peu. Le rapport s'inverse parce que dans le sport automobile, j'arrive avec toute mon ignorance et mon humilité et alors que dans le milieu artistique, t'es obligé de en pensant que tous les yeux sont tournés sur toi et que tu es le plus beau et le plus drôle. Donc tout ça pas me fatigue, mais en tout cas, ça me fait du bien d'en sortir et ça me fait du bien de découvrir la famille du sport automobile. Je dis famille, c'est pas un mot que j'emploie légèrement. Je découvre que c'est une vraie famille autour du sport auto. Donc très vite, je me fais des amis. Des potes, des amis, des copains dans ce milieu-là. Je rencontre Olivier Pernaut, donc le fils de Jean-Pierre Olivier. Que je salue d'ailleurs, parce que j'enregistre un épisode avec lui aussi. Bravo, tu as bon goût. Tu invites que les meilleurs. Et donc je rencontre Olivier Pernaut, qui à l'époque fait rouler des gens qui vont devenir mes amis, qui fait rouler Margot, et j'intègre son écurie Ores Racing. Parce que Marc Vandalen m'explique quand même que il va pas pouvoir me faire rouler à l'œil pendant des années. Parce que moi, en 2013, je fais le meeting à Dijon, je fais le meeting à Spa-Francorchamps. En 2014, je prends mon téléphone, j'appelle Marc, je lui dis bon, quand est-ce qu'on roule? Et il me dit mais tu sais Arnaud, en fait, il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension dans le sport auto, il y a un autre aspect visiblement dont tu n'es pas au courant, c'est que ça coûte un pognon pas possible. Alors que pourtant t'en étais bien au courant puisque c'était ça qui t'avait un peu éloigné de ce milieu-là à la base. Absolument, mais moi je me dis bon, je suis Arnaud de sa mère, je connais Laurent Ruquier, je vais rouler à l'œil toute ma vie. Non, ça va pas se passer comme ça du tout. Donc Marc me dit écoute, je vais pas pouvoir t'inviter tous les ans sur toutes les courses. Et donc là, je comprends qu'il va falloir que je me démerde si je veux remonter dans une voiture de course et il va falloir que je me débrouille. Je voulais juste revenir sur une sensation dont tu m'avais parlé qui m'avait particulièrement intéressé. C'est que tu me disais que tu avais quand même quelques années de scène, même plus d'une dizaine d'années de scène derrière toi, à ce moment-là. Et tu as retrouvé un peu le track que tu avais perdu sur scène en prenant le volant. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en montant dans une voiture, mais rien que le fait de mettre la cagoule, de mettre le casque, d'enfiler les gants dans le box à quelques mètres de la voiture, déjà tu as le cœur qui bat, qui s'accélère, il y a quelque chose, il y a une adrénaline qui est folle, qui monte, qui est décuplée quand les mécanos t'attachent et quand le moteur se met en marche, il y a quelque chose de jouissif vraiment en termes d'adrénaline et de trac comme un gamin quoi. Ouais, et c'est quelque chose que oui, parce que c'est intimidant de monter en piste. C'est intimidant d'entendre le moteur, c'est intimidant de te dire que tu vas, alors en Fun Cup on va pas très vite, mais quand même quand tu rentres à 185 à l'heure dans la compression du raidillon à Spa, ça reste quand même un petit peu intimidant. Donc tout ça me donne une adrénaline que j'avais un petit peu perdue sur scène parce que l'habitude, parce que je commence à maîtriser mon métier et que maintenant quand je monte sur scène c'est un moment de partage, c'est plus du tout un moment de peur, il y a plus du tout de trac, c'est un moment de partage avec le public, un public qui me connaît et qui vient là pour rire avec moi, donc je n'ai plus peur en fait quand je monte sur scène. Donc j'ai plus cette adrénaline. Je dis pas que je suis blasé, je dis
ça ne m'enlève pas la concentration, ça m'enlève pas l'envie de bien faire, ça m'enlève pas la conscience professionnelle quand je monte sur scène. Je dis juste que je n'ai plus peur de monter sur scène. T'as moins l'aspect conquête, c'est-à-dire que le public, pas acquis à ta Oui. cause, mais il te connaît. Oui, le public me connaît. C'est ce qui a changé en fait avec le fait de faire de la télévision et d'être reconnu par le public. Le public vient en salle pour me voir et pas pour me découvrir. Donc ça change la donne et ça fait que, en tout cas, je n'ai plus peur de monter sur scène. Donc j'ai plus cette adrénaline, j'ai le cœur qui bat moins fort et j'ai voilà, j'ai perdu ce trac. C'est pas évident pour un comédien de dire ça parce que c'est très mal vu de dire qu'on n'a plus le trac quand on monte sur scène. Non, mais je pense que tu l'as très bien expliqué. C'est pas du tout de. Quand tu dis ça, c'est pas hautain ou quoi que ce soit. Non. C'est juste une question effectivement d'habitude. Je pense que tout le monde s'habitue à tout. Oui. C'est normal. Et c'est cool de dire que tu as retrouvé cette sensation-là en mettant d'ailleurs un volant, qui est une activité qui n'a rien à voir, on est d'accord Rien à voir, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même des ponts entre le fait de. Tu vois, on dit monter en piste, on monte sur scène, on monte en piste, il y a la notion de gravir quelque chose, quoi. Donc, je retrouve effectivement dans les voitures, en mettant un casque, je retrouve cette sensation de cœur qui bat à 120 pulsations alors que tu es immobile. Je retrouve la sensation, voilà, cette espèce de mal au ventre, de trac, quoi. Il y a pas d'autre mot. Et j'adore ça. Donc sur le moment, tu te dis merde, qu'est-ce que je fous là ? Et puis le soir à l'hôtel, tu te dis vivement demain que ça recommence, quoi. Donc effectivement, en 2014, je me dis il faut absolument que je retrouve ça. Et c'est là où donc là je refais 1 ou 2 meetings en 2014 et c'est à partir de 2015 où là je m'investis à fond. Ma vie personnelle fait aussi que on a parlé de Margot, fait aussi que je suis en couple avec elle et que donc je baigne encore plus. Je baigne encore plus. On peut faire mieux là. Là oui, je baigne encore plus dans ce milieu puisque je suis marié avec une personne qui va m'apprendre le pilotage et qui pilote beaucoup plus vite que moi. Une coach personnelle. Voilà, une coach personnelle et qui voilà, donc je découvre. Ça m'ouvre aussi un réseau amical, familial autour du sport automobile. Je rencontre des gens comme Jacques Lafitte. Tu peux pas faire beaucoup mieux, quoi, sans blague. Pour découvrir cette passion-là. Donc, j'intègre Race Racing. J'en ai parlé avec Olivier Pernaut et je commence à chercher des sponsors que je trouve parce que je suis très motivé. Je trouve des sous pour reparticiper aux 25 heures de Spa, pour reparticiper au meeting de Dijon. Et puis, je fais d'autres meetings. Je commence à rouler au Castellet. Ce ne sont pas des petits circuits, ce sont des choses que je pensais complètement inaccessibles et tout à coup qui s'offrent à moi et que je m'offre aussi. Hein. T'aimes bien le côté aller justement chercher des sponsors, etc. Parce qu'en général, c'est l'aspect qui est le plus redondant. Est-ce que toi, ça t'amuse de construire un peu tout ce projet ? Non, ça m'amuse pas. Non, ça m'amuse pas parce que tu te présentes clairement devant quelqu'un pour lui dire je te demande de me donner de l'argent pour que je puisse faire quelque chose qui va rien te rapporter. Voilà. On va être honnête, hein. Moi, quand je vais démarcher quelqu'un pour demander de l'argent pour le sport auto, je vais dire, il y aura un retour sur image de ceci, cela. En vrai, le retour sur image, on va pas se mentir, hein, c'est le cas pour tout le monde. Hein. Oui. Non, mais si tu fais pas les 24 heures du Mans ou le Paris-Dakar, ou tu vois, le retour sur image, il est quand même assez faible. À la limite, le trophée Andros, tu vois, qui est diffusé, le trophée Andros sur lequel j'ai roulé aussi. Là, à la limite, quand tu vas demander du pognon à des sponsors, là, c'est pas neutre en termes d'image, c'est diffusé sur Canal. Il y a une couverture médiatique qui est tout autre. Qui est tout autre. Sur la Fun Cup et les petites formules sur lesquelles je roule, ça reste compliqué de trouver. Mais quand même, j'arrive à trouver parce que j'ai des réseaux sociaux aussi, de par mon métier, qui sont un peu plus... Ça a dû t'aider, j'imagine. Oui, bien sûr. Tant mieux. Hein. Et puis parce que c'est frais à l'époque de dire on va aider Arnaud de Samer à rouler en sport auto. Alors ça, c'est un effet de surprise qui va pas durer très longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'en 2015, je vais trouver des sponsors pour rouler. En 2016, c'est bon. C'est-à-dire que je veux dire, on a tout donné, c'est bon, on arrête. Ouais, et puis c'est-à-dire qu'en fait, à partir de 2016, 2017, je commence à beaucoup rouler en meeting. Ouais, tu me disais un peu le nombre de fois où tu as roulé, c'est hallucinant. J'ai fait depuis 2013, on va compter 2013, sachant qu'en 2013 et 2014, j'en ai fait 2 et 2. Mais depuis 2013, on a compté ensemble, j'ai fait 41 meetings, dont
dont 8 ou 9 24 heures. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans une voiture et sur la piste. C'est énorme. Hein. C'est une moyenne hallucinante, surtout qu'en plus ces dernières années sont presque des années blanches. Les 2 dernières années sont quasi blanches, donc ça équivaut, depuis que j'ai commencé le sport auto, ça équivaut à 6 ou 7 meetings par an. Si tu enlèves la trêve hivernale, c'est presque un meeting tous les mois, hors taxe. Mais c'est quasiment le rythme d'un pilote, tu vois, un pilote GT, un pilote Blancpain, ils font pas plus, hein, les mecs. Hein. Donc on a presque autant de chances de te retrouver sur une piste que sur scène. Quoi. Ouais, presque. Non, donc vraiment, j'ai eu la chance de beaucoup rouler. Et donc, ce n'est plus une surprise pour personne de me voir dans une voiture. Donc maintenant, quand je vais chercher des sponsors, il n'y a plus du tout de « oui, on sait que tu roules. Oui, on sait, ça va. » Il n'y a plus de surprise, donc je ne peux plus jouer du tout là-dessus. Donc il faut que je me démerde autrement. En fait, tous ces meetings que j'ai faits, il y a eu trois apports financiers. Il y a eu mes sous personnels. C'est une passion que j'ai financée personnellement. Beaucoup de gens pensent que j'ai roulé gratos, à l'œil, invité tout le temps par tout le monde. C'est faux. J'ai aussi laissé du pognon, moi, dans cette passion-là. Et c'est bien de le faire. C'est important, je trouve, d'investir aussi, parce que quand tu te mets au volant d'une voiture sur laquelle travaillent des mécanos, qu'une écurie a acheté, etc., c'est important que toi, tu aussi aies cette notion et que tu participes aussi à ça. Une contribution au travail général, quoi. Ouais, une contribution, et que tu fasses pas n'importe quoi avec la voiture. Moi, je sais que si j'étais... J'en ai vu des pilotes qui sont invités partout et qui roulent et qui cassent la voiture et qui descendent en disant « dis donc, elle est bien amochée la voiture » et qui repartent. Mais je comprends pas ça. Après, ça, c'est un manque de savoir-vivre aussi. Ouais, il y a un manque de savoir-vivre, mais surtout aussi, je pense, un manque d'investissement dans la compréhension et le fonctionnement du sport auto. Il faut respecter tout ça, mais ne serait-ce que, je sais pas, que casser une suspension ou je sais pas quoi, tu ramènes la voiture au box, je sais pas, tu t'intéresses, tu vas voir les mécanos, tu discutes avec eux, tu vis avec eux aussi. Tu vis avec eux, c'est quand tu casses la voiture, c'est eux qui bossent pour qu'elle reparte 1 heure après en course, en endurance, donc il y a ce rapport-là, tu t'en fous pas, quoi. Tu t'en fous pas de savoir que ça coûte, telle pièce coûte 1 000 €, etc. Donc je trouve que c'est important moi d'avoir aussi investi financièrement aussi dans cette passion-là. J'ai eu l'aide de sponsors, et puis la troisième partie, c'est les invitations. J'ai fait des meetings où j'ai été invité, là où j'arrive avec ma combinaison, mon casque, et je dépense 0 €. Parce que tu amènes une certaine visibilité aussi. Parce que ça fait plaisir aux gens. Donc j'ai été invité à rouler en Formule Ford, comme ça. J'ai découvert la Formule Ford. J'ai fait plusieurs meetings en Formule Ford. Le premier meeting, j'ai été invité. Et les autres meetings, je les ai payés, tu vois. C'est aussi une manière aussi de m'intégrer de m'appâter. J'ai été invité à rouler en rallycross à Mayenne. J'ai eu des invitations. J'ai roulé à l'œil sur... Tu parlais d'Alpine Cup aussi ? Oui, j'ai roulé en Alpine Cup. J'ai été invité à rouler en Alpine Cup, oui. Une expérience dingue. Toujours sur le circuit de Spa-Francorchamps, qui est un circuit finalement où j'ai passé beaucoup d'heures en piste, ce qui est un privilège incroyable. J'ai 7 ou 8 participations en 25 heures de Spa en Fun Cup. J'ai roulé en Fun Cup. J'ai fait 2 fois les 24 heures 2 chevaux C1 à Spa-Francorchamps. Donc là, inutile de te dire qu'en Citroën C1, le tour du circuit est long, très long. Tu passes beaucoup de temps en piste. J'ai roulé en Formule Ford à Spa. J'ai roulé en Alpine Cup à Spa. Je profite d'ailleurs pour saluer Laurent Urgon et Pierre Sancinena, avec qui tu as dû rouler. Des pilotes émérites de la filière alpine, qui s'appelle l'Europa Alpine Cup, je crois. L'Europa Alpine Cup, ouais. Oui, il me semble bien. Donc voilà, donc je deviens un vrai pilote amateur professionnel, quoi. Et tu vois, j'ai cette question qui te trotte en tête depuis tout à l'heure. Je suis étonné que finalement il y a eu ce laps de temps jusqu'en 2013, parce que finalement tu as peut-être eu d'autres opportunités avant 2013, mais peut-être que tu les as pas vues, ou t'as jamais discuté avec d'autres personnes, tu sais, du milieu, on va dire, du spectacle, d'automobile. Il y en a peut-être d'autres qui auraient pu te mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire si dans le milieu artistique, on a des exemples de gars
passionnés qui ont piloté, des Christophe de Chavannes, des Jean-Marie Bigard, des Stéphane de Groot, il y en a d'autres, mais c'est les trois auxquels je pense comme ça. Mais non, en fait, ça me paraissait tellement inaccessible. Je me suis toujours dit, je suis trop vieux en fait pour me lancer là-dedans. Ce sont des passions il faut avoir baigné dans un milieu familial intéressé par ça. Donc j'ai toujours vu ça d'un œil vraiment extérieur en me disant, ce sera jamais pour moi, ce sera jamais fait. Et puis il y a eu ce que je t'ai raconté là en 2013 et le hasard de la vie, des rencontres, même des rencontres personnelles avec Margot, tout ça a fait qu'il y a eu une espèce de dynamique dans ma vie qui m'a comme si on me poussait vers le sport auto en disant regarde, c'est ça ta passion. Et oui, effectivement, c'est ça ma passion. Tu as eu la chance aussi de rencontrer ton idole de jeunesse, puisque tu parlais tout à l'heure des 3 personnages marquants qui ont dominé leur sport. Ah oui, mais alors ça c'est fou, j'ai rencontré Alain Prost, pareil, le hasard de la vie, le hasard des destins familiaux on fait que ce hasard-là a fait que j'ai rencontré Alain Prost, que je vais l'appeler Alain, puisque c'est son prénom et que c'est comme ça que je l'appelle. J'ai rencontré Alain, on a une passion commune pour le vélo, donc j'ai fait de longues sorties à vélo avec lui et tout à coup ce type-là qui est toujours... En fait, pour moi, il y a deux... Mais lui-même Comme s'il y avait 2 Alain. Mais oui, il y a deux Alain Prost, quoi. Il y a celui que j'ai tant admiré et puis il y a celui maintenant que je connais qui est accessible, drôle, simple, passionné de vélo, avec qui je partage cette passion et c'est fou, quoi. C'est fou, donc... Et pareil avec Jacques Lafitte... Jacques, j'ai des souvenirs de repas avec lui à boire ses paroles, des anecdotes de la Formule 1 tu vois, des années 70-80. C'est fou d'entendre ça, quoi. Quand tu as vu ça d'un œil extérieur et passionné à la télé et tout à coup de parler à ses idoles, à ses icônes, c'est complètement dingue. Donc me voilà, à partir de 2015, me voilà complètement passionné par ça, passionné par... donc j'achète des combinaisons, j'achète des casques, j'achète des... T'en as plus qu'il n'en faut. J'en ai plus qu'il n'en faut parce que tout ça me plaît énormément. J'adore en fait l'esthétique dans le sport. C'est aussi ce qui me passionne dans le sport. Pourquoi j'aime le vélo autant? Parce que gamin, j'en parlais sur les genoux de mon grand-père quand je regardais le Tour de France, j'étais admiratif des images que je voyais de l'esthétisme de ce sport, des tenues multicolores, des coureurs, de la position des coureurs sur les vélos. Je ne sais pas si tu as déjà croisé un cycliste professionnel sur son vélo. Ce sont des mecs qui sont taillés. Ils sont aérodynamiques, tu veux dire. Mais tu les mets debout, ça ressemble à rien avec leur tu vois, avec les cales des chaussures qui les fait marcher comme des canards et le petit truc moulant et tout, mais je dis ça avec beaucoup de sympathie et d'amour pour eux et de respect, puisque moi-même je pratique ce sport et moi-même je suis ridicule dans une tenue de vélo. Mais dès que ces gars-là montent sur le vélo et se mettent en position, tout à coup ça devient des machines, ça devient c'est très beau à voir, je trouve. Enfin, je dis pas que c'est une vérité absolue, c'est ma vision que j'ai Et pareil pour la Formule 1, pareil pour donc je développe aussi un amour pour ce sport, le sport auto, lié aussi à l'esthétisme de tout ça, les voitures. C'est beau un circuit automobile aussi. Un jour, fais l'expérience de faire le tour du circuit de Dijon-Prenois à pied, ce qu'on appelle un track walk. Fais un track walk à Dijon-Prenois, c'est magnifique, ce circuit est magnifique. Le dénivelé, tu te rends pas compte quand tu es dans la voiture et que tu roules en course, tu te rends pas compte du dénivelé, mais c'est un toboggan, c'est pareil. Tout ça est beau, les courbes de circuit, c'est beau, tout ça est très beau. Et donc, je développe aussi pour le sport auto cet amour-là à travers l'amour de... Donc, l'esthétisme, j'en parlais, ça va aussi avec les combinaisons, les casques, tout ça me passionne, c'est un tout qui me rend dingue, quoi. Et puis, tu as aussi un amour de la trajectoire, parce que tu sais, on en parlait en rigolant, que tu pourrais même t'amuser à chercher les meilleures trajectoires avec un caddie dans un supermarché. C'est ce que je dis toujours, ouais. C'est vrai que enfin, c'est ce que je dis toujours, comme si j'étais un influenceur. mais c'est une petite blagounette qui résume bien
mon amour du pilotage, effectivement, c'est-à-dire que tu peux... Je suis pas passionné par la vitesse, je ne suis pas grisé par la vitesse, donc je m'en fous en fait de rouler dans une voiture de course à 240 à l'heure. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas le côté qui m'intéresse le plus. Je suis passionné par le pilotage et le fait de baisser les chronos de tour en tour et donc de trouver le moyen de baisser les chronos de tour en tour. Donc ça veut dire oui, prendre des trajectoires tendues quand il faut les prendre. Arrondir les courbes quand il faut les arrondir, sacrifier l'entrée quand il faut sacrifier l'entrée, freiner plus tard, freiner plus tôt, accélérer plus tard, plus tôt. Tout ça me passionne. Faire des tests pour voir si le tour de suivant en fait c'était payant et non. En plus, maintenant dans les voitures, on a des appareils qui avaient pas il y a quelques années, qui te donnent aussi dans la voiture, tu as ce qu'on appelle le prédictif et donc de virage par virage, tu sais si tu es en retard ou en avance sur ton meilleur tour, donc tu sais, tu peux tester des choses en fait. Tout ça est passionnant, que ce soit dans une Fun Cup ou dans une Alpine Cup, ou dans une GT comme j'ai pu rouler en GT avec 300 chevaux de différence. Tu as roulé dans quelle GT ? Une Vortex, c'est une écurie familiale qui a été créée par les frères Gomez qui roulent en Ultimate Series. En Ultimate Series, et j'ai eu la chance de rouler en GT Endurance, dans la catégorie GT Endurance, à Dijon-Prenois justement, dans cette Vortex qui est une voiture de 450 chevaux qui pèse, je sais plus, 17 grammes. Enfin, ça doit bien marcher quoi. Avec des pneus slick et une aéro de folie, ça t'envoie sur la Lune, c'est vraiment génial quoi. Donc tout ça est très passionnant et puis le côté pilotage me plaît beaucoup. Donc ça veut dire j'ai des caméras embarquées que je regarde chez moi. Je peux passer des heures et des heures à regarder des images de caméras embarquées pour voir où j'ai fait la connerie. Regarder les caméras embarquées de Olivier Pernot qui a été champion de France GT en 2015 ou 16, qui est un super pilote. Donc c'est passionnant de comparer, tu vois, ta caméra avec la caméra de ton pote qui est plus rapide et donc le lendemain tu remontes dans la voiture et tu essayes et c'est génial, c'est très grisant d'apprendre tout ça. Tu vois précisément avec les datas combien de pression il met sur la pédale de frein, à quel moment à quel tiers du vibreur il réaccélère alors que toi tu réaccélères au deuxième tiers du vibreur, lui il réaccélère au premier tiers, tout ça c'est je trouve que c'est un travail qui est... C'est l'aspect un peu orfèvrerie, c'est-à-dire chercher le petit détail qui Mais oui, parce fait une grande différence. Que quand il faut aller chercher les dixièmes, tu vois, à Spa-Francorchamps, en Fun Cup, on roule en 3 minutes, on va dire. Alors, les meilleurs en qualif peuvent rouler en 2,57, mais... et donc, nous, je sais que, tu vois, on était 4 pilotes, on roulait... il y a 2 ans, on a tous roulé aux essais libres le jeudi en 2,59. Et quand le copain il roule en 2,59,7 et que toi t'es en 2,59,9, tu te dis merde, je les ai perdus où les 2 dixièmes sur un tracé de 7 km, 2 dixièmes. Donc on commence à toucher à quelque chose de très précis et voilà, on est loin des secondes que tu prenais. Et voilà, on est très loin des dizaines de secondes que je prenais sur le circuit de Prenois qui fait 3 ou 4 km de moins que Spa-Francorchamps, quoi. Tu parlais tout à l'heure d'Olivier, enfin t'en as parlé à plusieurs reprises d'Olivier Pernot. T'as le constat en fait il va falloir payer pour rouler. Et tu commences à rouler en kart aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'en 2015, alors je suis un des rares pilotes amateurs à avoir d'abord commencé par la voiture. C'est vrai ça. Et ensuite, c'est le sport automobile, c'est la voiture qui m'a amené au karting. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est de l'absurde, hein, j'aime bien l'absurde. Je découvre en 2015, effectivement, avec Guillaume Bréhard, qui est un des pilotes avec lesquels je roule en Fun Cup. Je découvre le karting parce que Guillaume me dit écoute, si t'es tant passionné par le pilotage, effectivement on peut pas rouler tous les week-ends parce que ça coûte cher, on n'a pas l'occasion, on fait ce qui est déjà beaucoup, mais on fait 4-5 meetings dans l'année, mais c'est peu finalement. Et donc il me dit si tu veux on peut rouler en karting, et je découvre le kart 4 temps, le kart loisir. Alors le kart 4 temps c'est par opposition aux kart 2 temps qui sont les gros karts 125, du KZ à boîte,
Qui sont très chers. Qui sont très chers, c'est-à-dire qu'un week-end de course en carte de temps, on est presque sur des budgets de Fun Cup, des budgets de week-end en Fun Cup. Donc, c'est pas possible. Et puis surtout, là, pour le coup, j'ai plus l'âge de faire ça. Quand tu roules en 2 temps, en compétition, tout de suite, tu es avec des avions. Ce sont des gamins, ils ont 7 ans et ils te mettent... ils te mettent de la misère. Ils te mettent la misère, ils te mettent à l'amende, c'est pas possible. Non, il faut... c'est un investissement qui est quasiment égal au sport auto, le kart de temps, le kart de compétition. Donc ça, c'est pas pour moi. Je découvre donc ce qu'on appelle le kart loisir, le kart 4 temps. Le kart 4 temps, c'est quand vous allez dans un karting de location avec votre famille, avec vos enfants pour faire... Voilà, ce sont ces petits karts-là. Et donc... qui sont évidemment beaucoup moins puissants, mais qui t'apprennent une philosophie de pilotage aussi qui est super intéressant. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de reprise, ce sont des moteurs qui ne sont pas puissants. Donc tu apprends le pilotage où il ne faut pas faire... il faut pas faire trop glisser le kart, il faut garder de l'inertie dans les virages pour pas que le moteur tombe trop bas en régime, sinon il repart pas, etc. Donc il y a toute cette philosophie dans le pilotage du kart 4 temps qui tout de suite m'intéresse. Et tout de suite, je commence à faire des compétitions, les SWS, les Saudi World Series, en kart 4 temps. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les auditeurs ? Alors, le Saudi, c'est la marque, en gros, quand vous allez dans un karting, louer un kart, faire du kart de location, vous regardez le nom du kart, 9 fois sur 10, il y a marqué Saudi dessus. Allez, on va dire 7 fois sur 10, il y a marqué Saudi. C'est un grand constructeur de karts, Saudi. Et ils ont développé, il y a quelques années, les Saudi World Series, qui est un petit peu l'équivalent, on va dire, pour faire vite, du classement ATP en tennis. Donc en fait, partout dans le monde, dans 80 pays dans le monde, tu as des pistes de karts qui ont des parcs de karts Saudi et ils sont affiliés au SWS. Et donc ça permet aux gens de venir s'inscrire à des courses qui sont organisées par chaque piste partout dans le monde. Tu t'inscris à ces courses-là et donc tu te crées un profil sur le site des SWS, des Saudi World Series, tu te crées un profil comme tu te crées un profil Facebook avec ta photo, etc. Et tu fais des courses toute l'année, tu fais des courses et tu marques des points. Et donc partout dans le monde, dans ces 80 pays affiliés au SWS, partout dans le monde, tu as des pilotes qui marquent des points et que ce soit en course sprint ou en course d'endurance avec leurs équipes. Et à la fin de l'année, il y a un classement, évidemment, qui ressort. Et les Saudis organisent les finales mondiales sur un week-end et ils réunissent les 80 meilleurs pilotes de chaque pays. Enfin, les meilleurs pilotes de chaque pays. Donc, il y a 80 pilotes qui participent à ces finales mondiales et à l'issue du week-end, ils décernent le titre de champion du monde de cette... J'allais dire symbolique, mais c'est un vrai titre, effectivement. Le gars devient champion du monde de kart 4 temps. Donc voilà, je participe à ça depuis des années et j'ai encore une fois, comme pour le sport auto, je développe une passion pour la technique du pilotage en kart très forte, quoi. Et puis j'ai la chance d'intégrer je côtoie des pilotes belges en Belgique, ils ont des super bons pilotes de kart 4 temps. Donc je commence à à côtoyer des pilotes comme ça qui deviennent des potes aussi. Donc pareil, je progresse beaucoup à leur contact. Et tu deviens complètement débile, comme tu le disais, c'est-à-dire que tu deviens complètement mordu, quoi. Ah oui, là pour le coup, le karting, je deviens complètement débile parce que là, pour le coup, c'est quelque chose d'accessible toutes les semaines. Je suis capable de rouler toutes les semaines, je peux aller rouler toutes les semaines. Donc là ça devient... ça devient... T'as ta dose de drogue tout le temps. Ouais, là je deviens très con. Ouais. Et je roule avec en plus avec des gars qui vont vite, donc je progresse aussi et je commence à faire des courses, à plus être en fond de grille, à me battre aussi devant, donc c'est chouette, c'est grisant, quoi. C'est grisant. Et d'ailleurs, en 2018, je crois, tu m'avais dit, tu te fais inviter un peu... Normalement, tu parlais tout à l'heure des 80 meilleurs pilotes qui se retrouvent pour cette... Ah oui, les finales mondiales. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il me semble que c'était en 2017. Ah ok, d'accord. Les finales mondiales SWS sont organisées en France au RKC à Cormeilles-en-Vexin sur la piste du RKC de la famille Vergne. Donc en région parisienne. En région parisienne. Et une semaine avant, il y a un pilote qui se désiste et le RKC m'appelle en disant, écoute, on va pas se mentir, c'était un petit peu un coup de com' aussi pour eux de m'inviter moi parce qu'il y avait il y a des centaines de meilleurs pilotes que moi en France. Mais des dizaines. Mais
Il y a un petit peu l'orgueil tu vois. L'orgueil du pilote qui arrive là. Du pilote. Non, mais et donc très gentiment, il m'invite à participer au final mondial. Enfin, il m'invite à payer ma participation au final mondial. Mais t'es content quand même. Mais évidemment que je suis content. Donc je participe au final mondial sans avoir été qualifié sportivement. Je participe au final mondial. On est 80 pilotes ce week-end-là. Et donc, comme je débarque un peu privilégié, invité par la piste et tout, vis-à-vis des autres pilotes, je me dis ce serait de bon ton. Faut pas être trop mauvais, quoi. Ouais, ce serait bon ton de pas finir dernier, quoi. Et j'avais fini 42e sur... Non, qu'est-ce que je raconte ? 42, c'était le nom de ma plaque. C'était le numéro. C'est vrai que tu m'avais dit 42e. Mais oui, je t'ai dit 42e, mais non, parce qu'en fait, je portais le numéro 42 ce week-end. Mais je fais bien mieux que ça. Je finis, que je dise pas de bêtises, je finis 29e, je crois, sur 80. Donc t'es encore mieux que milieu de tableau, quoi. Attends, je finis dans les... Il y avait 3... Il y a un quart... Non. Voilà, c'est ça. Je finis 48e. 48e, donc oui, milieu de tableau. Oui. Je finis 48 ou 49e. Parce que je me souviens, il y avait... En fait, à la fin du week-end, on était 80. Il y a 4 finales de 20 pilotes à la fin. Donc, tu as la première finale qui décerne le titre. Et ensuite, ça va en décroissant, quoi. Et moi, je me souviens avoir participé à la 3e finale. Donc, je finis, oui, en milieu de tableau. Donc, franchement, c'était honorable. C'était honorable. Et tu parlais tout à l'heure de rallycross, du trophée Andros. Oui. Est-ce que c'est pas aussi le kart, c'est pas un peu ce qui t'a permis de devenir un pilote avant de devenir l'humoriste qu'on invite pour piloter ? C'est-à-dire maintenant être quelqu'un qu'on invite parce qu'il roule bien, il roule vite. En fait, je ne te cache pas, et je vais essayer de le dire avec le plus de... Tu vois, j'ai toujours peur de me la péter en disant ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai reçu des invitations parce que les gens savaient que je roulais vite, sécure, sans casser la voiture, et que... Vite et propre, quoi. Vite et propre, et que j'allais respecter l'événement, pas venir en me foutant sans connaître les prénoms des mécanos, sans aller saluer les commissaires de piste, tu vois, partager un café avec les... Enfin, il y a quelque chose qui est agréable quand tu es directeur d'écurie, que tu invites quelqu'un que tu aimes bien voir, une attitude, un investissement, parce que toi-même tu investis quelque chose. Il représente l'image de ton team aussi, donc... Voilà, donc je sais qu'aujourd'hui, quand on m'invite, c'est aussi parce qu'on sait que je vais respecter tout ça. Donc... et que accessoirement je vais pas être trop mal au volant. Donc quand j'ai roulé en Vortex, on a fait des tests, tu vois, je parlais des frères Gomez, Olivier Arnaud, ils ont vu que ça allait assez vite et que c'était propre, et donc ils m'ont proposé de rouler à Dijon aussi dans cette optique-là, et à Dijon ça s'est très bien passé, on a roulé vite et propre et on n'a rien cassé, et voilà, donc oui, effectivement, on commence en kart 4 temps, c'est pareil, on commence à m'appeler, enfin, je participe à des courses et certaines équipes m'appellent aussi parce que sur telle ou telle piste, ils savent que Arnaud, il se démerde bien, il va vite, quoi. T'as gagné un titre d'ailleurs, non ? Oui, oui, je t'avais dit ça. Ma grande fierté, j'ai gagné les 24 heures de Jesolo en Italie en 2019 avec donc des pilotes. On partageait le kart, on était 4 pilotes à faire cette 24 heures. J'avais 3 bombes avec moi. Et pareil, tu vois, au début de la course, je me dis, je vais essayer de pas être le gars qui ralentit. Moi, ça m'intéresse pas de monter sur la plus haute marche du podium si c'est les 3 autres qui ont fait le taf et que moi, j'étais à la traîne. Et donc, non, c'était une fierté d'avoir gagné cette course en faisant des chronos vraiment pas dégueux, quoi, pas loin de ceux que faisaient mes coéquipiers. Donc oui, aujourd'hui, on n'invite plus l'humoriste, je crois. Mais c'est quand même une belle fierté. Ouais, c'est une belle fierté. En fait, là où tu te dis que ça a du sens, c'est quand quelqu'un t'invite sur une formule et qu'il te réinvite ou qu'il te repropose la voiture, alors que ce soit gratuitement ou quand il te propose de payer. Mais tu vois, par exemple, Geoffroy Orion, qui est le team manager de l'écurie de Formule Cup dans laquelle j'ai roulé, de Formule Ford, pardon, je commence à fatiguer. Donc Geoffroy Orion, qui est le team manager de l'écurie de Formule Ford dans laquelle j'ai roulé, si j'avais fait de la merde sur le premier meeting, il m'aurait pas proposé de rouler à Silverstone, il m'aurait pas reproposé de rouler à Spa. Oui, c'est que l'expérience s'est bien passée. Ouais, l'expérience s'est bien passée, donc c'est sympa d'inviter un humoriste, mais à un moment donné, les gars aussi, ils doivent inviter aussi un pilote, quoi. Même si c'est qu'un pilote amateur, c'est quand même la bagnole, donc ça peut pas être non plus que
que la fête du slip quand tu mets quelqu'un dans ta voiture. Donc, Surtout qu'il y a peut-être le cliché aussi, tu m'en parlais, de se dire Arnaud est un humoriste, donc il va nous foutre un peu le bordel, il va faire marrer tout le monde, il sera pas sérieux quoi. Alors ça peut être un petit peu déceptif pour les, tu vois, pour les gens qui viennent me voir en circuit, en course sur un circuit, ou les pilotes qui se disent tiens on va partager le box avec Arnaud, il va nous faire rire du début à la fin. C'est pas du tout le cas. Ah non mais pas du tout. Il y a pas moins drôle que moi sur un week-end de course. Mais vraiment. Hein. C'est-à-dire que alors ça peut m'arriver de faire le con. J'ai 2-3 anecdotes d'ailleurs là-dessus, mais ça peut m'arriver de faire le con. Mais en règle générale, quand j'arrive sur un circuit, même en karting, hein, je suis pas là pour rigoler. Oui, t'es dans ta compète. Ah ben moi je suis en mode course, je suis en mode compète, je suis en mode concentration et non, je suis pas là pour faire le guignol dans le box et pour attirer la lumière sur moi. Non, moi je préfère que je préfère que les gens ils regardent les écrans des chronos et qu'ils se disent ah ça roule pas mal là. Tu vois, c'est ça que j'ai envie qu'on se dise. J'ai pas envie qu'on termine le. Je préfère qu'on dise de moi à la fin d'un week-end que je suis allé vite plutôt que j'ai été drôle, quoi. Je m'en fous d'être drôle sur. Donc Arnaud, il va vite, mais il est pas fun, quoi. Ouais. Alors j'ai eu. C'est quoi les petites anecdotes justement tu en parlais? Ah putain, j'ai fait un truc. Mais ça, j'ai la vidéo en plus de ça. Ça, c'est un super souvenir. Je te parlais tout à l'heure de mon premier meeting de Fun Cup à Dijon. Ouais. En Fun Cup, donc en 2013, avril 2013, et ce sont des meetings qui sont quand même organisés dans le cadre de la FIA. de la FIA et de la FFSA quand c'est en France. Donc il y a des briefings pilotes évidemment qui sont ultra sérieux et qui doivent être respectés à la lettre. La présence des pilotes est obligatoire sur ces briefings. Il y a des choses très importantes en matière de sécurité qui sont dites dans ces briefings. Bon, bah voilà, c'est un briefing obligatoire. C'est pas parce qu'on roule dans des catégories amateurs que bien sûr. Le danger, il est le même. Hein. Que ce soit professionnel ou amateur, c'est le même danger. Donc, les règles doivent être respectées pareillement. Et avec Marc Van Dalen, on s'était dit, bah tiens, avant le briefing, il y a peut-être un petit sketch à faire pour détendre un peu, parce que c'est toujours très rébarbatif, les briefings pour les pilotes. Tout le monde y arrive un peu en traînant les pieds, et bon, voilà. On en a bouffé des meetings, hein. C'est toujours les mêmes, mais c'est toujours les mêmes choses qu'il faut réentendre avant de monter dans la voiture. Bon, bref. Et donc, avec Marc, on se dit, bah tiens, ce serait peut-être l'occasion, Arnaud, que tu fasses peut-être un petit truc pour détendre l'atmosphère avant de lancer le briefing. Et j'avais mis une veste de la FIA, des lunettes de soleil. Et en fait, c'est une formule où il y a pas mal de Flamands, de Belges. Je m'étais donc des gens qui me connaissaient pas. Et puis pour les Français, je m'étais mis, tu vois, j'avais mis des lunettes, j'avais redressé C'était grimé un peu, quoi. Ouais, le col de ma veste et tout. Et puis Marc Van Dalen commence le meeting, le briefing pilote en disant, on a un représentant de la FIA qui est là et qui voudrait quand même prendre la parole un petit peu parce qu'il y a quelques changements réglementaire, il voudrait prendre la parole. Et donc je commence à prendre la parole en disant que je trouve que la vitesse dans les stands limitée à 60 km/h, c'est pas assez, qu'on va mettre ça à 120. Donc là, je commence à sentir un murmure, tu vois. J'annonce qu'il est interdit pour des questions de sécurité, que j'ai décidé qu'il serait interdit de se doubler dans les 3 premiers tours de course. Donc là, il y a ceux qui disent ok, c'est une énorme connerie, ceux qui se disent mais attends, putain, c'est qui ce con, c'est qui, mais putain, on va pas se doubler, mais c'est quoi ce délire. Je commence à dire respectez les commissaires de course quand ils agitent des drapeaux comme ça, qui vous font coucou avec des drapeaux, la moindre des choses c'est de passer la main par la fenêtre de la bagnole et de répondre, donc là tout le monde comprend que c'est une énorme connerie. Je parle de l'alcool au volant aussi, je dis évidemment, donc il est évidemment interdit de boire avant de monter dans la voiture, hein, de boire après, évidemment. Par contre, pendant, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez emmener votre binouze dans la caisse, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, laissez pas le gobelet par terre. C'est chiant pour le pilote qui monte après. Enfin, voilà. Et donc, je fais un briefing complètement surréaliste avec les Flamands qui ne comprenaient pas pourquoi ça gueulait, pourquoi ça riait. Ils étaient persuadés d'avoir un gars sérieux, tu vois. Donc ça, c'est un très, très bon souvenir. T'en as d'autres, des anecdotes de course un peu comme ça? Tu me racontais une histoire avec une petite flaque d'huile. Oui, alors quand j'ai roulé en Formule Ford à Silverstone, tu rentres quand même dans le temple de la course. C'est Silverstone quand même. Hein. Sans blague. Donc tu es dans une monoplace. Sur la grille de départ à Silverstone.
Ça, c'est une formule Ford, hein. Il n'y a pas d'aéro, ça reste une petite formule, mais ça reste une monoplace à Silverstone. Une voiture qui marche parce qu'elle est légère. Ouais, une voiture qui marche quand même, mais donc c'est très intimidant. Et puis surtout, tu roules avec des Anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais en Formule Ford, ce sont des fous furieux. C'est les mecs, ils ont inventé ça, quoi. Donc ce sont des fous furieux et ça rigole pas du tout, quoi. Ça va vite. Je sais que ça fait penser à ce que me disait Bruce Joigny, qui lui est passé par la F3 britannique. Et il disait que la F3 britannique, c'était vraiment l'antichambre de la F1 parce que c'était le niveau le plus relevé au monde en F3. Ah ouais, non, mais bien sûr. Mais dans les années 70, ils allaient chercher les pilotes de F1 en Formule Ford. Hein. C'était aussi l'antichambre de la F1, la Formule Ford. Hein. Et donc, je me retrouve sur cette pré-grille en Formule Ford. Et là, je vois un Marshall qui fait voiture par voiture, qui vient dire un truc à chaque pilote. Et là, je me dis, pour que le gars, il vienne, tu vois, dire à l'oreille de chaque pilote quelque chose, c'est que c'est une information importante. Capitale. On est à quelques minutes du départ. Le gars vient faire chaque pilote. On est, je sais plus, 50 sur. Il vient, il prend la peine. Donc là, je me dis, ok, là, il y a une information importante. Le gars s'approche de moi et j'ai pareil les images parce que j'ai une caméra. Tu pourras transmettre toutes ces images-là pour. Oh oui, ouais. je peux te les transmettre, ouais. Ça serait génial. Mais commence pas à me demander des images de caméra embarquée parce que tu vas te retrouver avec des fichiers beaucoup trop lourds. Je vais vouloir t'envoyer. Je vais faire un film après. Je vais vouloir t'envoyer beaucoup trop de choses. Et donc j'ai cette caméra qui s'appelle la Cambox. J'en profite pour faire une petite pub. C'est une entreprise française. Soutenons le local. Tout à fait, surtout pour un cocardier comme toi. Exactement. Donc c'est une entreprise française qui s'appelle Cambox qui a développé une caméra absolument incroyable qui pèse quelques dizaines de grammes que tu scratches sur le haut dans ton casque, au-dessus des yeux. Donc il n'y a aucun problème de sécurité et tu as une vue complètement subjective en fait avec une prise de son également, tu entends tout et tu as vraiment la caméra qui est au milieu de tes yeux, donc la caméra embarquée, quand tu tournes la tête pour regarder le rétro, tu vois, la caméra filme tout ce que voit le pilote. Ouais. Donc c'est formidable. Bref, et donc j'ai ces images prises avec la Cambox et le Marshall arrive vers moi, il se penche et là il me dit OK. Et toi, évidemment, tu vois, tu as bien vu que les 40 pilotes devant, ils ont tous compris et qu'ils ont dit OK. Et toi, petit français, tu vas pas dire pardon, quoi? I don't speak English very well. Can you repeat, please? Donc non, tu dis OK. Et il part. Et tu paniques. Mais non, mais tu te dis OK, le gars vient de me dire un truc que je n'ai absolument pas compris, visiblement de la plus haute importance, mais c'est pas grave. Et donc je pars en course et je pars en piste et je fais ma course. Et à l'arrivée, je me suis quand même renseigné. J'ai quand même demandé ce qu'était venu nous dire ce Marshall. Et ce Marshall était juste en train de indiquer au pilote la présence d'une grosse flaque d'huile dans je sais plus quel virage. Et heureusement que j'ai pas compris, parce que sinon j'aurais roulé 2 secondes moins vite. Je me connais, à l'approche de la flaque d'huile. À mon avis, à mon avis, j'aurais coupé le moteur, j'aurais poussé la voiture et puis je serais remonté dedans après la flaque. Donc heureusement que j'ai rien compris parce que ça m'a permis de rouler sans avoir du tout conscience de cette flaque qui visiblement n'était pas si dangereuse que ça puisque tu l'as bien évité. En tout cas, je l'ai bien évité. Peut-être que mon pilotage fait que j'avais pas la bonne trajectoire et que j'ai pas roulé dessus, mais voilà. Donc ça c'est une séquence. Quand je revois cette séquence, ça me fait beaucoup rire parce que c'est vraiment OK. Allez, roule. Tu parlais tout à l'heure t'en as parlé à plusieurs reprises de Spa-Francorchamps et des 25 heures. Tu les as jamais gagnés. Non. Oui. Pourtant, t'as été proche plus d'une fois. Oui. Tu lâcheras jamais le morceau avant de gagner, j'imagine. Non. Alors en fait, les 25 heures de Spa-Francorchamps en Fun Cup, ce sont mes 24 heures du Mans à moi. C'est-à-dire que c'est vraiment les 24 heures du Mans du pilote amateur. Et donc c'est une course, je te le disais, il y a 130 voitures au départ, donc c'est une course qui est pas facile à gagner parce que d'année en année, il y a de plus en plus de pilotes chevronnés qui viennent, qui ont envie de mettre cette course à leur palmarès. Tu vois, Yann Erlaché par exemple est venu plusieurs fois participer aux 25 heures de Spa, des
Marc Duet, c'est un grand pilote belge, Bertrand Baguette, enfin il y a plein de pilotes, mais j'en oublie plein, hein, plein de grands pilotes qui sont venus faire cette course-là. Donc moi, c'est mon rêve de monter au moins sur le podium. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire les 25 heures de Spa en 2013, 14, 15, avec Margot, etc., c'était plutôt des voitures un peu invitées, people. On jouait pas, tu vois, on jouait le milieu. On jouait rien d'ailleurs. On jouait juste le fait de se faire plaisir. Puis à partir de 2016, avec Olivier Pernaut, Pierre-Yves Rozou, et puis moi commençant à augmenter mon niveau, bien, et puis Guillaume Bréard, on a commencé à jouer devant. Et en 2016, on finit P6 au scratch. C'est-à-dire P6 sur 129 voitures au départ. Ce qui est très très bon. Hein. Sur 129 bagnoles au départ, ça veut dire qu'au bout de 25 heures, il n'y en a que 5 qui sont allés plus vite que toi, donc ça commence à être chouette. Et on monte sur le podium France. C'est-à-dire que, en fait, il y a un podium il y a un podium France, un podium belge, etc. Et on finit P2 du podium France. Donc, j'ai un podium à Spa, tu vois. Mais c'est pas celui que tu veux. Mais c'est pas celui que je veux. Moi, je veux le classement, le podium scratch. On finit P6. Et l'année suivante, on se dit, OK, maintenant, on aborde la course en se disant qu'on peut être devant et qu'on peut jouer le podium. Et donc, on met en œuvre ça, notamment avec Alex Beau, qui est notre team manager. On commence à être beaucoup plus sérieux sur les stratégies d'essence. On commence à être beaucoup plus sérieux sur le passage de relais, tu vois, perdre le moins de temps sur les passages de relais, l'ordre des pilotes, qui pilote la nuit, qui pilote le jour, qui pilote au petit matin, la tombée de la nuit, etc. Ok, toi, tu as des petits problèmes de vue, tu as un œil qui merde, tu as des petits problèmes de vue, on va pas te faire rouler, on va pas te faire rouler quand il y a un changement de... tu vois, le passage du jour à la nuit. La changement de lumière. Ouais. Voilà. Donc, on commence à réfléchir à tout ça. Et donc, en 2017, on a fait P6 l'année précédente. En 2017, on commence la course et putain, on est devant. Et à 3 heures, à 2 heures ou 3 heures de l'arrivée, on est P3 et on est sur ce podium. Et là, on commence vraiment, je me souviens, avec Olivier Pernaut, on commence à se regarder dans le box, on se dit putain, on y est quoi. On va y aller, on a 2 minutes 40 d'avance sur le quatrième, donc on a pas un tour mais presque, on a presque un tour d'avance sur le quatrième, sauf pépin mécanique. On a le podium. Et le premier et deuxième sont bien loin devant. Ouais, le premier et deuxième, ils sont pas atteignables. Okay. Mais on a sécurisé, entre guillemets, il reste 2 heures de course, qui est rien sur 25, 2-3 heures de course. C'est en gros un double relais et on a un bon pilote dans la voiture, donc ça devrait pas poser de problème. Et puis là, il arrive un truc, je sais pas si j'ai le temps de le raconter, mais si, t'as le temps. On va prendre le temps. En fait, moi, cette année-là, j'étais inscrit dans une voiture biplace parallèlement à ça. Parallèlement à ma course avec Ores Racing, j'avais également mon nom sur une voiture biplace parce que tu peux, dans cette course-là, inscrire, il y a un classement de voitures biplace où tu peux emmener en course des invités. C'est une manière aussi un petit peu de financer ta course. Tu permets à des invités de monter dans la voiture. C'est une des seules épreuves, je crois que c'est la seule épreuve au monde où tu peux emmener quelqu'un, un invité en course, en piste, en course dans une course officielle. Et donc là, c'est toi qui invitais du monde ? Eh ben, moi, on me dit avant la course, on me dit, est-ce qu'on peut t'inscrire, est-ce que ça t'intéresse d'être inscrit sur une biplace ? Et pourquoi pas, pendant la course, si tu as le temps, si les événements te le permettent, d'emmener un invité en course. Je dis, ok. Sauf que le week-end commence, et puis je me connais, comme je te le dis, tu vois, je suis pris dans ma course. En plus, ça marche bien. Là, on est P3. Et donc, je me rends jamais disponible. J'ai pas la tête à ça, quoi. Mais t'as plus trop envie de le faire parce que t'es focus sur ta course. Je suis focus sur ma course et que quand je descends de la voiture, j'ai pas envie de monter dans une autre voiture. Je veux rester dans le box avec les pilotes, avec les mécanos et je veux suivre la course. Sauf qu'à 3 heures de l'arrivée, je suis tellement en stress. C'est plus moi qui pilote. Je suis tellement en stress de me dire, est-ce que la voiture va tenir jusqu'à l'arrivée ? Est-ce qu'on va avoir ce podium ? Et je me dis, bah tiens, pour que le temps passe plus vite, je vais aller conduire cette biplace. Donc je me rends dans le box, je dis les gars, pardon, j'ai pas été dispo tout le week-end, il reste 3 heures de course, si vous voulez, je suis chaud, je peux emmener quelqu'un. Ok Arnaud, vas-y, casque-toi, prochain relais, tu montes dans la voiture. Et j'ai emmené une jeune fille, une jeune femme, on équipe la jeune femme, on est dans le box, hop, et je sors des box, je sors, et avant de monter en piste, dans la compression du raidillon, la sortie des stands est à cet endroit-là,
je vois safety car. Drapeau jaune, safety car. Et je dis à la personne à côté de moi, je dis là on va rouler doucement parce qu'on est sous safety car, avec le moteur qui hurle, elle comprend rien. Donc je hurle et tout, je lui dis on va rouler doucement quoi. Mec, je sors du raidillon, je roule doucement, et donc là tu es dans la ligne droite de Kemmel, cette énorme ligne droite après le raidillon, qui arrive donc sur le virage au bout là, et je vois garé en plein milieu de la piste, en plein milieu de la ligne droite, sur le côté de la piste, je vois garer ma bagnole. La bagnole avec laquelle je cours depuis le début, quoi. C'est une voiture vert Petronas. Tu peux pas la louper, quoi. Il y en a qu'une dans le peloton. Et donc là, mais tu ne peux pas imaginer l'état. C'est-à-dire que je vois ça, et dans ma tête, déjà dans ma tête, je scanne tous les concurrents de la course et je me dis quelle autre bagnole ça peut être qui a cette couleur-là. Très vite, j'en arrive à la conclusion qu'on est les seuls à avoir cette couleur de bagnole. C'est forcément la tienne. C'est forcément la mienne. La voiture, elle est garée à l'envers, au milieu de la piste. Donc, il y a eu un accident. Sinon, si c'était une panne, elle serait garée dans le bon sens. Donc, la voiture, elle est à l'envers, au milieu de la ligne droite. Je me dis, et là, je commence à en vouloir à mon pilote, à Pierre-Yves Rozou. Je me dis, putain, Zouzou, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? On avait juste à ramener la voiture. Qu'est-ce que t'es allé faire? Et je passe à côté de la voiture, je la vois défoncée. Sauf que moi, j'ai une cliente. Ouais, tu dois faire le tour. Moi, j'ai une cliente et j'ai 45 minutes de relais à faire, quoi. Et je fais. Tu penses qu'à ça, j'imagine? Et au moment où je passe devant la voiture, je tape sur le volant. Je fais merde. Et la cliente à côté qui comprend pas, tu vois, qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis c'est ma voiture. Je dis c'est ma voiture qui est accidentée là, c'est ma voiture. Et la fille me dit mais on est dedans. C'est ubuesque. Donc là, la nervosité est au maximum. Tu peux pas lui expliquer la situation? Bah là, je peux pas lui expliquer parce que j'ai pas le temps et puis j'ai pas envie et puis je suis dégoûté, quoi. Donc en plus, je fais les 3 premiers tours sous safety car à 60 à l'heure. C'est l'enfer. J'ai juste le temps de... Et je suis en train de réaliser qu'on est en train d'abandonner cette course, quoi. On était sur le podium. Donc je fais mon relais de 45 minutes, je descends de la voiture et je cours à mon box où là, je vois tout le monde en larmes. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, à la sortie du raidillon, Pierre-Yves, il sort du raidillon, il prend sa ligne droite, tranquille. Et derrière lui, il y a une voiture qui va plus vite, qui arrive plus vite en tout cas, qui sort du raidillon plus vite et qui prend l'aspi. Et qui, au lieu de déboîter Pierre-Yves après l'aspiration et de le doubler tranquillement, il prend l'aspi le plus longtemps possible, il se rapproche. Et au moment de déboîter, il lui prend l'aile arrière, il lui allège l'arrière. Il a tapé avec l'avant de sa voiture. Avec l'avant gauche, il lui prend l'arrière droit. Il lui allège la voiture, elle commence à partir en toupie, sauf que la voiture derrière, au lieu de se dégager, il donne je sais pas pourquoi, il donne un coup de volant à gauche et il le tamponne comme ça. Et il lui fait faire la toupie pendant 100 mètres. Paf, 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 contre le rail, et lui, il repart. Et nous, on reste là. Et la course est terminée. Il n'y a aucune sanction suite à ça? Non. Il n'y a aucune sanction parce que fait de course, parce que pas fait exprès. Fait de course un peu abusé quand même. Mais de toute façon, une sanction, qu'est-ce que tu veux? Ça ne nous rend pas notre podium. C'est clair. C'était une voiture qui était, à ce moment-là, ils étaient 69e. Tu veux sanctionner quoi? Et puis, qu'est-ce que ça nous rapporte? Nous, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, vous perdez sur ce fait de course? Donc, on perd la course, on perd le podium qui nous était quand même plus ou moins promis à ce moment-là. Même s'il faut jamais dire, on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, on était les mieux placés pour être sur le podium à ce moment-là. Et l'année suivante, on revient, tu vois, le couteau entre les dents, en se disant, bon, on va y arriver, quoi. On reprend le départ, 130 bagnoles au départ, même plus que ça cette année-là, bon bref. On reprend le départ. À 4h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, moi, mon team manager me dit, tu vas prendre le volant au petit jour, donc tu vas prendre le volant vers 5h30, tu reviens dans le box à 4h30, 4h30, tu reviens dans le box. Je suis à l'hôtel, je suis couché à l'hôtel, et à 4h10, j'entends mon téléphone. Et je vois que j'ai un SMS du team manager. Donc je me dis, bah tiens, il est cool, il me prévient qu'il faut que j'aille prendre mon relais. À ce moment-là, on est P2. Et 4h du matin, on est P2. Donc c'est encore mieux, tu vois. Carrément. Et donc je commence à me lever, à m'habiller, toc, et puis j'ouvre son SMS, et sur la tête de mon fils, sur le SMS, il y a marqué moteur HS.
et rien d'autre. Comment tu réagis à ce moment-là? Je m'écroule sur mon lit, comme si, comme si le monde s'effondrait, quoi. Je m'écroule sur mon lit, et le téléphone dans la main, les yeux rivés sur le message moteur HS. Et je reste groggy, mais comme si on venait de me frapper au visage, quoi. Il est 4h du mat, t'entends... Je loge à l'hôtel de la Source, qui est un hôtel à 200 mètres du circuit, donc j'entends les moteurs, tu vois. J'entends les bagnoles passer. Tu peux même pas penser à autre chose parce que t'es... Oui, et je me dis, c'est pas possible, on est maudit, quoi. Véridique. 4h du matin, le moteur casse au même endroit où Pierre-Yves a été tapé. La voiture s'arrête au mètre près, hein, au même endroit que l'année précédente. Et c'est le même pilote au volant. C'est Pierre-Yves qui est au volant. La voiture s'arrête au même endroit. 4h du matin. Là, on était P2. Alors, je dis pas qu'on aurait fini P2 parce que 4h du matin, il reste encore pas mal d'heures de course, contrairement à l'année précédente. Mais on est quand même encore bien parti, quoi, tu vois. Mais vous allez finir par briser cette malédiction, quand même. 2019, on repart. On se dit, bon, on n'a pas eu de chance les deux dernières années, on repart. 2019, 9h du matin le dimanche. Donc là, il reste 7 heures de course, puisque la course part à 16h et arrive à 17h le dimanche. Là, il est 9h du matin, donc il reste 8 heures de course. On a fait les 2 tiers. C'est ça, hein 3 x 8, oui, c'est ça. On a fait les 2 tiers de course. 9h Là, c'est moi qui suis au volant. Je fais un double relais, donc ça fait 2h30 que je suis dans la voiture. Et sur le tagoyeur, on a la position. Et ça, au jeu des ravitaillements, ça fait 2 heures que je suis P3, P2, P3, P2, P3, P2. Et à un moment donné, à la radio, mon team manager me dit, au prochain passage de la ligne, regarde le tag, ça va te faire plaisir. Et effectivement, je passe la ligne et je vois P1. Et pendant 5-6 tours, je vois P1, 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 on est premier, quoi. Là, t'es comme un ouf. Ben, je suis pas comme un ouf, je suis très concentré et je sais surtout qu'on est premier au jeu des ravitaillements. C'est-à-dire que je sais qu'on est à la lutte pour le podium, mais que dès que je vais m'arrêter, on redescendra P2, P3. Mais on est dans le rythme. On est dans le rythme pour la gagne. Et à un moment donné, moi je roule bien. Je fais un double relais, le deuxième relais il est très bon. J'ai revu la caméra, les chronos sont super bons et tout. C'est vrai que tu réanalyses tout. Ben oui, j'analyse. Et là, mon team manager me dit, en essence, on est comment ? Je dis, mais mec, c'est à toi de me le dire, je ne sais pas, tu vois, tout ça à la radio, je suis en train de piloter, donc il me dit, on est comment en essence ? Je lui dis, j'en sais rien du tout. Comment... Pas de jauge, hein, sur... Bah, il y a... Alors, je me suis renseigné après, parce que tu vas voir la suite de l'histoire, et il me dit, bah écoute, on prend pas de risque, box. Et il me dit ça dans la descente après l'épingle de la Source, dans la descente avant d'entrer dans le raidillon, et en haut du raidillon, je lui dis, est-ce que j'économise, je rentre, ou est-ce que je peux y aller ? Est-ce que je peux y aller plein pot, quoi ? Il me dit, vas-y, roule normal, box ce tour-là. Et il me dit, mais t'as pas d'alerte et tout ? Et je lui disais non. Et puis à un moment donné, je regarde. Mais tu vois, comme quoi, il y a toujours à apprendre. Je vois un putain de point rouge là sur le... Et c'est là où je découvre que c'est très mal fait, en fait, les jauges. En fait, tu devrais avoir tout l'habitacle qui s'allume en rouge, tu vois, quand t'as plus d'essence. Et là, j'ai un putain de petit point rouge que je découvre et je venais de lui dire non, j'ai rien vu. Et je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien, j'arrive en haut du raidillon, je prends la ligne droite, je reste à fond, mais je me dis, s'il est inquiet, c'est que, parce que la gagne aux 25 heures de Spa, ça se joue au litre près d'essence, parce que plus tu économises de l'essence, plus tu peux économiser un arrêt au stand. Un arrêt au stand, c'est 8 minutes. Parce que tu as 5 minutes imposées, le temps de changer de pilote, c'est 8 minutes. Donc 8 minutes, c'est presque 3 tours. C'est intéressant que tu reviennes sur ça, la stratégie d'essence, que ça peut être aussi une stratégie pour pas avoir trop d'essence dans d'autres sports, notamment en endurance, pour être plus léger, tout simplement. Donc tu vas plus vite. Là, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir à faire le moins d'arrêts possible. Et si tu peux gagner un arrêt sur une équipe, tu gagnes 8 minutes, tu gagnes presque 3 tours. Ce qui est monstrueux. Donc je peux t'assurer que le réservoir, on le vide jusqu'à la dernière goutte et que le but du jeu, c'est de vider le réservoir jusqu'à la dernière goutte à chaque relais. Et nous, on a un team manager formidable pour ça. C'est un ingénieur, le gars, il sait faire, quoi. Et je t'expliquerai après ce qui s'est passé, en fait. Et donc je fais ce tour-là et la voiture cale, le moteur s'éteint. Donc je hurle à la radio, je dis panne d'essence. J'ai déjaugé, panne d'essence, j'ai plus d'essence. La voiture donc cale dans le droite, elle est sur l'élan et elle redémarre dans le gauche. Et là, à la radio, je dis c'est bon, je repars, j'arrive. Là, je me mets en 5, je roule à 100 à l'heure, tu vois.
Je me mets à 4000 tours et j'attends que ça se passe, quoi, et j'attends de rentrer. Et je dis à la radio, c'est bon, j'arrive, je boxe, on va perdre un peu de temps, mais j'arrive. Et je prends la ligne droite de Blanchimont, je passe la cassure de Blanchimont, donc là j'arrive à 200 mètres, 300 mètres de la chicane d'arrivée, et là le moteur s'éteint. Je donne des coups de volant pour essayer de faire arriver la dernière goutte d'essence, rien n'y fait. La voiture s'éteint et elle vient se poser et je viens me garer sur l'entrée de la chicane d'arrivée à Spa, si ceux qui connaissent Ouais, moi là je suis un peu perdu, mais peuvent visualiser. Et donc ma voiture s'arrête dans le droite de la chicane, mais je te mens pas, à 40 mètres de l'entrée des stands. C'est-à-dire qu'à 40 mètres près, les marshals étaient autorisés à me pousser dans le box et c'était bon. À 40 mètres près, je m'arrête là et je suis obligé d'attendre la dépanneuse qui mettra 10 minutes à venir. 7 ou 8 minutes, enfin une éternité, quoi. qui te flingue ta course, quoi. La course est finie. On est premier à ce moment-là. Il est 9h du matin. Donc c'est l'enfer. Là, pour le coup, je rentre, je reste ces 8 putains de minutes où je vois chaque tour mes adversaires passer. Et je me dis, c'est pas possible. Mais là, c'est une mort silencieuse, quoi. On la gagnera jamais. C'est-à-dire que d'année en année, c'est de plus en plus triste, en fait. On est P3, l'année d'après, on est P2, et cette année-là, on est P1. Et c'est de plus en plus triste à chaque fois. Et l'année suivante, il y a le Covid, on peut pas rouler. Donc Ouais, mais voit le positif, c'est-à-dire que vous progressez quand même. Donc, si on voit le verre à moitié plein, vous êtes clairement dans le coup. Vous avez juste effet de course qui non, mais bien sûr, vous on est dans le coup. Et moi, j'ai discuté avec un pilote, un pilote très rapide belge qui joue la gagne tous les ans et qui me disait, mais nous, dans le team, on cible les voitures. Les 5-6 voitures qui vont nous faire chier, qui vont jouer la gagne, et vous êtes dedans. À chaque fois, tu vois, à chaque fois, ils nous ciblent dedans parce qu'ils savent qu'on... Et donc là, bah ouais, la dépanneuse arrive, elle me tire à la ficelle, elle me ramène dans le box, je descends de la voiture, et puis là, c'est des larmes, mais c'est des larmes, des chaudes larmes, quoi. C'est vraiment... Toute l'équipe, j'imagine, est dégoûtée. Toute l'équipe, les mécanos, Olivier Pernaut, je l'ai jamais vu pleurer. Là, à un moment donné, ils fond en larmes. Il dit non, là, c'est trop dur, quoi. Il y a les speakers qui m'invitent à venir en cabine pour expliquer et tout. Là-haut, je fonds en larmes, je peux plus parler. Enfin, c'est l'enfer. Ça reste que du sport auto, tu vois. Mais c'est notre passion, c'est nos 24 heures du Mans à nous, quoi. Et après, tu te dis, quand Toyota perd les 24 heures du Mans dans le dernier tour, là c'est même pas les 25 heures de Fun Cup de Spa, hein. On parle des 24 heures du Mans, on parle la course la plus mythique en endurance. On parle de LMP1 et tout, et que Toyota perd la course dans le dernier tour sur une panne et tout. Enfin, j'ose même pas imaginer l'état des mecs, quoi. Donc tout ça me fait dire que non, je lâcherai pas l'affaire. Et qu'est-ce qui s'était passé justement sur cette stratégie de la gestion de l'essence pour que vous vous rendiez compte peu tard Alors pourquoi on est tombé en panne d'essence? Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu 3 facteurs principaux. Première erreur, tu sais, je t'ai dit que j'ai fait un double relais. À la fin de mon relais, je vais à la pompe et je demande le plein. À la pompe, enfin, c'est pas je demande le plein, mais le mec fait le plein. Et moi, je sais que mon réservoir fait 42 litres. Donc, en général, il reste toujours... En général, le mec, il remet 41 litres, quoi. S'il met pas plus de 41 litres, s'il met moins de 41 litres, c'est que tu as mal géré ton essence, quoi. Le réservoir faisant 42 litres. Et là, il me remplit le réservoir et je lui demande le litrage parce que je le vois pas, moi, sur la machine. Et il me dit 39,5. Et tout de suite, je dis à la radio, je dis 39,5. Il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais, 39,5. Et je repars. Et là, première erreur de ma part, c'est que je dois dire non, en fait, au gars. Je dois dire non, tu me remets un coup de... Ouais, en fait, son pistolet, il a bugué, il a bloqué. Tu sais, comme à la pompe, tu fais le plein et tu rajoutes toujours un litre d'essence. Et en fait, son pistolet, là, il est 9h du matin. Le gars, ça fait 15 heures qu'il est à la pompe. Tu vois, son pistolet, il bloque, il le raccroche, il me dit le litrage et basta. C'est à moi de dire, et ça, c'est une erreur que moi, je fais, c'est à moi de dire, non, tu me rajoutes 2 litres. Tu me rajoutes 2 litres dans le réservoir. Donc là, première erreur, parce que moi, mon team manager... il fait ses calculs sur un certain litrage et là il nous manque 1 litre, quoi. Au bas mot, il nous manque 1 litre. Qui change absolument tout, quoi. Bah, qui change tout, puisqu'il me manque 40 mètres d'essence pour arriver. Donc c'est même pas 1 litre, quoi, tu vois. Il me manque 20 centilitres. Donc là, première erreur. Deuxième erreur, c'est de ne pas avoir... En fait, là, c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose qui est difficile à jauger. C'est que dans mon deuxième relais, et en revoyant les caméras embarquées, je suis à la SPI quasiment dans toutes les lignes droites. Je suis au rupteur
dans toutes les lignes droites. À la sortie du Raidillon, je tape, normalement tu tapes 185 à l'heure, là je suis à 193, 194 avec le rupteur qui hurle, mais 5-6 tours d'affilée. Et donc là tu bouffes une quantité d'essence phénoménale. Et puis je suis dans un bon rythme, je me souviens, je fais plusieurs tours en 2,59, 3,00, donc ce sont des tours, tu vois, comparé à des 3,0, tu peux faire selon le trafic des 3,03, 3,04, et ben mine de rien, quand tu fais ça sur une dizaine de tours d'affilée, ça correspond à 30-40 minutes de course, ben mine de rien, tu as une conso d'essence qui est beaucoup plus élevée. Et donc là, l'effet de course, mais c'est rare d'enchaîner des tours comme ça. Donc l'effet de course ont fait aussi que j'ai beaucoup consommé, avec 1 litre d'essence en moins. Deuxième facteur. Troisième facteur, là c'est de ma faute, et c'est un petit peu la faute de l'équipe, c'est de ne pas dire aux pilotes, les gars, est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que quand on est... quand il y a une alerte essence, l'alerte essence, c'est ce putain de petit point rouge qui se trouve caché derrière le volant que vous n'allez pas voir. Faites-y gaffe quand même, quoi. Et oui, effectivement, le truc, il clignotait depuis un moment. Je l'ai revu sur la caméra embarquée. Ça faisait quelques tours que ça clignotait et que je ne l'ai pas vu. Donc la voiture, elle déjauge. Après, ça, c'est les 3 facteurs principaux. Mais c'est l'addition de ces 3 facteurs qui font que tu tombes en panne à 40 mètres, Bien sûr. à 40 mètres du but, quoi. Parce que c'est précis c'est précis à ce point-là, en fait. Et de toute façon, tu lâcheras pas et tu finiras par les gagner, ces 25 heures de Spa. Mais oui. Je me rends compte que ce récit a été beaucoup trop long. Je pense que c'est la fin de ton podcast. Non, juste... Parce que les gens diront, c'est beaucoup trop long, on s'est endormi, il parle beaucoup trop. C'était un podcast qui était sympa, il y a eu plein d'invités sympas. Arnaud, non. C'était celui de trop. Ouais, c'est dommage, c'était celui de trop. Fallait pas l'inviter, il parle beaucoup trop. Juste pour finir un petit peu sur l'automobile en perso, t'es un fan de Volvo. D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante là-dessus. Ouais, mais oui, parce que certaines personnes me demandent, sont curieuses de savoir avec quelle voiture je roule dans le privé, sachant que je suis fan de course auto et que je roule en piste. Et donc, on est persuadé que je vais rouler dans des... Maserati. Non, dans des Maserati ou je sais pas, ou même des voitures un peu, tu vois, des BM un peu sport et tout. Non, je roule en Volvo parce que je suis complètement amoureux parce que je ne vais pas du tout rechercher de la sportivité, moi, dans ma voiture tous les jours. La sportivité, je l'ai quand je pilote mon kart, quand je pilote des voitures, ou quand je fais du sim racing sur mon simulateur. Donc, cette sensation-là, je l'ai là. Donc, je vais rechercher la beauté de la ligne de la voiture, le confort et l'aspect routier, confort routier et tout. Et Volvo, pour moi, ils sont imbattables. Ils sont imbattables en termes de beauté de ligne, des caisses, de sécurité, de confort à bord, de fiabilité. Voilà, donc je roule depuis des années en Volvo, effectivement. Puis on en parlait pendant la préparation, mais le Volvo, c'est aussi la voiture qui est discrète, qui peut être luxueuse, qui est très très bien faite, mais qui est très discrète, pas ostentatoire, quoi. Exactement. C'est la voiture des gens qui aiment et qui s'y connaissent en automobile, mais qui ne veulent pas le montrer. Et c'est tout à fait ça. Et je te racontais cette anecdote-là. J'avais un XC60 Volvo. Donc un SUV. Un SUV. Bon, clairement, je m'étais fait plaisir. Hein. C'est à l'achat une voiture de... Bref, c'est une voiture de luxe, quoi. On est sur des tarifs de voiture de luxe. Intérieur cuir, toute option. Enfin, c'est un salon roulant, le truc, quoi. Et j'arrive sur une course de kart. Je me gare sur le parking. Et il y a un papa avec son fils qui me voit descendre de la voiture et qui dit, bah tiens, regarde, Arnaud de sa mère, tu vois, il fait de la télévision, bah regarde dans quoi il roule, il a su rester simple. Et j'ai trouvé cette réflexion géniale et très symbolique de ce qu'est Volvo. Tout à fait. C'est que ce sont des voitures de luxe, de grand luxe pour ceux qui la conduisent, mais qui ne sont pas du tout ostentatoires et qui font dire à ce papa, à son fils, tu vois, il a su rester simple, Arnaud. Il roule en Volvo. Comme si c'était une modeste Clio. Bah, comme si c'était un Dacia Duster, alors que je venais de claquer la portière d'une bagnole à plus de 100 000 euros, quoi, tu vois. Donc c'est tout ce que j'aime chez Volvo. C'est voilà, tu es le seul à savoir que tu es dans une voiture de luxe et tu le montres pas aux gens dehors, quoi. Et Volvo, ils ont encore cette image-là, cette image de marque populaire, alors qu'on est sur des voitures de luxe, quoi. Ouais, c'est ce que je te disais en préparation. On dit souvent que c'est des voitures d'architectes. Ouais. Pour que les architectes, quand ils viennent sur le chantier et qu'ils sont face à des métiers d'ouvriers, etc., qui ont moins de moyens, ne soient pas dans le m'as-tu vu et c'est ça, qui restent à l'échelle. Ouais. Ça, c'est marrant. Pour finir ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Auto ou pas auto d'ailleurs, hein, mais... On a beaucoup parlé de ma passion pour le sport automobile, mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est de remonter sur scène.
refaire mon métier, de revivre aussi ces émotions-là sur scène, parce que ça reste quand même mon métier et que c'est ce qui me permettra de financer mes prochaines courses. C'est sûr, même. Voilà. Non, mais en tout cas, de vivre, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à vivre malgré l'âge qui avance, de continuer à vivre Ça, t'es jeune encore quand même. Ouais, ça va. Mais de continuer à vivre, en tout cas, animé par ces passions-là, qui sont la scène et le sport auto. Et on peut te retrouver sur Twitch aussi, parce que tu streams pas mal, je crois. Hein. Oui, on peut. Ouais, j'ai créé ma chaîne Twitch il y a quelques mois, mais ça a vraiment été guidé par ma passion du pilotage. Et le sim racing, pour moi, fait partie du pilotage. Je t'expliquais que pour moi, c'est les techniques de pilotage qui m'intéressaient, quel que soit le support. Et donc, le pilotage m'intéresse également en sim racing, donc je m'y suis beaucoup mis. Et faisant la connaissance de certains streamers, etc., je m'y suis aussi mis. Et donc, j'ai ouvert ma chaîne Twitch qui marche pas mal. Ouais, carrément. Je stream de la F1, du GT sur Assetto. T'as un Twitch avec Jacques Lafitte, justement, non ? Ouais, et j'ai sur ma chaîne Twitch, donc je fais du sim racing. Et puis, j'ai créé aussi un petit rendez-vous qui s'appelle l'entretien du lundi, où je reçois j'ai fait deux émissions pour l'instant. J'ai reçu Alain Prost et Jacques Lafitte sur la deuxième. Des petits noms, quoi. Des petits noms, ouais. Mais non, c'est une chaîne... écoute, j'ai découvert Twitch et j'y vais humblement en découvrant les codes de cette plateforme et en proposant du contenu qui correspond à Twitch, c'est-à-dire du gaming, mais pas que. Ouais, et puis ça c'est quand même vachement ouvert, Twitch, maintenant. Oui, c'est utilisé pour plein ça de s'est choses. ouvert, ouais. Ça s'est ouvert parce que y en a qui ont aussi vu le fait que avec la cessation de certaines activités et qu'il fallait travailler chez soi, c'était un moyen aussi de proposer des choses dans les gestes barrières, dans le respect des gestes barrières, c'est-à-dire chez soi. Donc oui, ça s'est ouvert. Il y a des personnalités de la télé qui commencent à s'y mettre et ça devient de plus en plus ouvert. C'est pas toujours très bien vu d'ailleurs par les pionniers, par les streamers pionniers de la plateforme qui se disent oula, tous ces gens de la télé qui viennent nous emmerder, etc. Mais je crois que quand tu le fais dans le respect des codes et quand tu le fais pour les bonnes raisons, c'est bien accepté. Moi, je sais que j'y suis venu parce que je proposais du gaming, parce que j'avais envie de partager ma passion du sim racing. Et pas parce que j'avais envie de montrer ma gueule sur Twitch. Surtout pas ça. Parce que ça se détecte clairement. tout de suite. Donc, j'ai ma chaîne sur laquelle je reste simple et passionné et désireux de partager cette passion. Voilà. Je mettrai le lien dans la description du podcast. C'est super, merci beaucoup. Pour les auditeurs qui sont sur Twitch. En tout cas, Arnaud, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Je te souhaite du bon courage maintenant pour le montage. Ça va aller, t'inquiète pas. À plus, Arnaud. À bientôt. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Marc qui écrit « Un podcast inspirant. On se laisse emporter par les retours d'expérience de personnes captivantes qui nous font voyager avec eux dans leurs histoires automobiles. » Merci beaucoup, Marc. C'est super cool de savoir que ça peut inspirer effectivement ce podcast. C'était pas le but initial, mais vous êtes de plus en plus à me le dire, donc trop cool. Je vais essayer de continuer vraiment sur le choix des histoires. Enfin, les histoires, je les choisis pas, c'est plutôt mes invités qui les fournissent. Mais en tout cas, essayer de garder cette ligne de conduite. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger et je réponds absolument à tous vos messages. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a maintenant plus d'une 30. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.